Bonjour et bienvenue à la Taverne de Lug. Je suis Norman Tiret et je me propose aujourd'hui de vous parler des adaptations audiovisuelles de John Carter du cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs. Et bien évidemment, la discussion va surtout porter dans un premier temps sur les adaptations qui ne se sont pas faites, puisqu'elles sont assez nombreuses. Très tôt, Burroughs a vu l'intérêt qu'il y avait à adapter ses œuvres au cinéma. Bien sûr commencer par son plus grand succès qui est Tarzan. Tarzan qui a été créé en 1912 et qui a été adapté au cinéma dès 1918. Pour John Carter, il faudra attendre un peu plus longtemps vu que les moyens à déployer ne sont pas tout à fait les mêmes. Burroughs n'a pas facilité la tâche des adaptateurs puisque on parle quand même de créatures de 4 mètres de haut et, euh, et ben de d'être couleur de peau de toutes les couleurs et, et de vaisseaux volants, de combats réunissant des dizaines de milliers de combattants. Donc, tout cela a bien sûr un coût. John Carter, même si j'adore, n'a pas été aussi populaire que Tarzan. Donc il faudra attendre 1936 pour voir le premier projet d'adaptation audiovisuel de John Carter par un certain Bob Clampett. Donc, Bob Clampett est un animateur qu'on retrouvera sur les cartoons de la Warner plus tard. Là, en l'occurrence, il approche Burroughs pour adapter John Carter en une série de dessins animés. Burroughs lui-même, n'y connaissant pas grand-chose, il déléguera la tâche à son fils John Coleman Burroughs, qui est illustrateur, et qui est tout indiqué pour assister Bob Clampett durant les étapes de cette adaptation. Donc, ils constitueront un dossier fait d'illustrations pour montrer aux investisseurs ce qu'ils peuvent faire, et Bob Clampett fera une bande démo de quelques secondes. On voit notamment un martien vert sur sa monture, son monture à 8 pattes en couleur, et un début de combat entre deux adversaires humains, qui a été créé avec le principe déjà de la rotoscopie, c'est-à-dire de calquer les mouvements d'êtres réels sur des êtres animés. Donc on peut trouver sur YouTube, je la mettrai en description, une vidéo de présentation de ces quelques secondes d'animation, euh, parce que le projet n'a jamais vu le jour. Il a été proposé euh, aux décideurs de l'époque, qui sont non pas encore les studios de cinéma, mais les exploitants de salles en fait. Ce sont eux qui décident si un projet se fait ou pas. Et en l'occurrence, personne ne montrera d'intérêt pour ce projet. Donc il restera à l'état de ces quelques secondes. Certains disent que si le projet avait été mené à bien, il aurait été le premier long métrage d'animation avant Blanche-Neige. Maintenant, vous verrez vous-même au cours de la présentation, j'ai l'impression qu'on a plus affaire à plusieurs courts-métrages d'animation plutôt qu'un long métrage. Un point d'intérêt également, en fonction des titres de ces courts-métrages, on peut en déduire que ceux-ci n'adapteraient pas forcément les romans en eux-mêmes. Il faut savoir que dans les années 30, et à partir de Tarzan l'homme-singe de la MGM en 1931, Burroughs n'autorise l'usage que des noms de ces personnages. C'est pour ça que le Tarzan de Johnny Weissmuller dans Tarzan l'homme-singe de 1931 est très très différent de celui des livres, qui est éduqué et parle plusieurs langues et s'exprime de manière tout à fait châtiée et n'est pas monosyllabique comme dans le film. Donc on peut penser que cette adaptation des aventures de John Carter aurait eu des scénarios originaux
et non pas forcément des adaptations des romans. Donc tout cela, c'était en 1936. Passons aux années 50, avec l'intérêt qu'a manifesté un certain Ray Harryhausen, donc de grand Manitou des effets spéciaux dans le cinéma, notamment avec ses Sinbad, Jason et les Argonautes. Et il s'était intéressé à un moment à l'adaptation du cycle de Mars. Bon, malheureusement, les, euh, les droits étaient encore trop chers à l'époque. Et à ma connaissance, il n'existe même pas de dessin de pré-production ou de choses comme ça, pouvant étayer même de l'existence du projet. Ensuite, plus rien jusqu'à un projet très très curieux en 1973. Un certain Peter Brown, qui est l'ancien manager des Beatles, un Anglais, donc, va acheter les droits de John Carter et en confier l'adaptation à un certain Roland Arabal, un Français. Là, on se situe sur un film d'animation très subversif, en fait, un peu à la manière de ce que fera Pichet avec Tarzoun, la honte de la jungle. Donc le projet est tout à fait particulier puisque il montre un John Carter assoiffé de sang au début, durant la guerre civile. Il étripe ses ennemis à tout va, enfoncé dans les cadavres de ses ennemis, couverts de sang et goûtant le sang du dernier ennemi qu'il tue. On est sur une interprétation toute particulière du personnage. Donc, comme dans le roman, il va finir par se retrouver blessé à mort par les Indiens. Il va se retrouver projeté sur Mars où il va rencontrer des créatures à plusieurs seins, gigantesques, nourrissant des bébés monstrueux au bout de leurs tétons. Il va commencer par massacrer un peu tout ce qu'il rencontre, jusqu'à ce qu'il tombe sur une princesse martienne de 3 fois sa taille, énorme, difforme, qui va lui apprendre les valeurs de la paix universelle et les plaisirs charnels d'une manière sans doute assez graphique et assez particulière. Donc il exploitera toutes les possibilités qu'offre un homme et une femme gigantesques. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Si vous le désirez, moi j'en ai pas trop envie. Finalement, cette créature initiera John Carter, le sanguinaire féroce, aux valeurs de la paix universelle. Et il tentera de négocier avec les ennemis qui attaquent la citadelle où se trouve cette princesse. Il échouera, sera crucifié et se réveillera sur Terre, dans l'Ouest américain. Donc il retrouve là un des soldats à qui il avait eu affaire en tout début d'histoire, qui à présent est shérif, et va, va le tuer. John Carter, ne pouvant se résoudre à la violence désormais, va se laisser massacrer. Et ensuite, la princesse, qui se trouve toujours sur Mars, va accoucher de John Carter lui-même. Donc voilà, un projet tout à fait particulier, dont on peut, je pense, se réjouir qu'il n'ait pas été fait. On arrive, donc c'était 1973, on arrive dans les années 80, avec 2 projets. L'un dont on ne sait pas grand-chose, c'est l'acteur Bruce Boxleitner, qui a joué Tron dans le film du même nom, et qui jouera plus tard le capitaine Sheridan dans la série Babylon 5. On l'a vu aussi dans Les Deux font la paire, Franck Chasseur de Fauves. Je pense que vous situez l'acteur, hein, j'espère, avec toutes ces références. Il faut savoir que c'est un fan de Burroughs,
mais vraiment de tout ce qu'a écrit Edgar Rice Burroughs, au point d'aller à des conventions, alors même qu'il n'est pas invité de la convention, donc pour essayer de voir ce que les vendeurs ont à proposer sur leur stand. Donc c'est un vrai fan. Et il avait eu apparemment pour projet de faire une série télévisée John Carter dans les années 80. Donc lui il est un des petits-fils d'Edgar Rice Burroughs, qui s'appelait Danton Burroughs, ont monté un projet pour présenter une chaîne, une adaptation des aventures de John Carter. On n'en sait pas beaucoup plus. Dans les années 80, on ne sait pas, avec un budget de série télé, comment ils auraient fait les Martiens verts. Euh, donc voilà, un projet d'adaptation, un de plus, qui n'a pas eu lieu. Par contre, ce qui va retenir l'attention dans les années 80, c'est eh bien, Disney qui a les droits de John Carter à ce moment-là et qui va essayer de monter un film avec comme réalisateur John McTiernan. Donc on est à la fin des années 80, 80-90. Donc l'homme vient de faire rien moins que Predator et Piège de cristal, deux classiques s'il en est. Et donc on ne peut que rêver de cette adaptation. On parlait de Tom Cruise en John Carter et de Julia Roberts en Déjà Torres. Et John McTiernan finira par baisser les bras devant la difficulté relative aux effets spéciaux. Il faut dire que Burroughs n'a jamais écrit, n'a jamais facilité la tâche de ceux qui vont l'adapter à ce niveau-là. Donc il y a un scénario qui circule sur le net que j'ai pu lire. L'adaptation est assez fidèle au roman, à ceci près que le compagnon de John Carter au début du film, Powell, qui dans le film de 2012 d'Andrew Stanton est le colonel nordiste qui essaie de recruter John Carter, là, le personnage joué par Bryan Cranston. Dans le roman, c'est un prospecteur qui accompagne John Carter dans sa recherche d'or. Il est tué au début du roman. Là, dans le scénario que j'ai lu, il aurait accompagné John Carter sur Mars et serait devenu l'antagoniste principal à la fin du film. Donc ça, c'est quelque chose qui ressurgira plus tard dans une autre adaptation, nous le verrons. Ensuite, c'est la Paramount qui récupère les droits de John Carter. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Robert Rodriguez. Donc, il faut savoir que le réalisateur de Desperado est aussi un fan d'heroic fantasy et de science-fiction. Il a longtemps été attaché à un projet d'adaptation de Red Sonja aussi. Et c'est un immense fan de l'illustrateur Frank Frazetta. Il a monté d'ailleurs un musée, Frank Frazetta, où on peut visiter et voir ses peintures. Ses peintures d'une qualité assez hallucinante. À tel point que il voulait embaucher Frank Frazetta pour faire la direction artistique du film. Donc, ce qui aurait été absolument génial. Il voulait même reproduire certaines peintures à l'image. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette itération de John Carter? Ce qui s'est passé, c'est Sin City. Sin City, donc d'après la bande dessinée de Frank Miller, était proche à tel point de la bande dessinée que Robert Rodriguez a décidé de co-créditer Frank Miller à la réalisation. Or, c'est contraire à la règle imposée par la guilde directeur de Hollywood, la Directors Guild of America, DGA. Et donc, Rodriguez va persister et donc se faire exclure de la guilde. Et se faisant exclure de la guilde des réalisateurs, il ne peut plus travailler pour Paramount. Et c'est ainsi que son projet
de John Carter tombe à l'eau. Malheureusement, Frank Frazetta décédera quelques mois, quelques années plus tard, donc rendant impossible une telle collaboration. Ça fait rêver quand même. Et à l'époque, c'est Kerry Conran qui doit réaliser le film. Kerry Conran, il a fait forte impression en réalisant un film quasiment entièrement fait d'effets spéciaux, qui s'appelle Captain Sky et le monde de demain. Donc c'était un film avec Jude Law, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie. Et donc tout le film a été tourné sur fond bleu et était ajouté après des effets numériques. C'est un film très pulp dans l'esprit, qui semble correspondre en tout point à ce qu'il faudrait pour adapter Burroughs. Donc Kerry Conran va tourner une bande de présentation de son projet, John Carter. On peut le trouver sur YouTube, donc je mettrai le lien dans la description. Donc, il y avait des aspects assez prometteurs, des concepts art assez jolis, même si ça va assez loin, même plus que les romans, même dans le côté science-fiction. On risquait d'avoir un rendu qui aurait peut-être fait un peu faux, mais bon, là on ne le saura jamais non plus, puisque ce projet ne va pas se faire. Kerry Conran va quitter la production et débarque ensuite le dernier intervenant de cette itération de John Carter chez Paramount, et ce sera Jon Favreau. Alors Jon Favreau décrit ainsi ce qu'il aurait voulu faire sur John Carter. C'est un homme nommé Cheval chez les Martiens Verts. Donc un homme nommé Cheval, c'est un film où un blanc se retrouve parmi les Indiens, un Américain se retrouve parmi les Indiens et est adopté par la tribu et adopte leur mode de vie. Donc ça semble tout à fait correspondre à ce que fait John Carter dans le roman. Donc voilà, encore une itération qui fait rêver. Malheureusement, la Paramount ne va pas poursuivre ce projet. Et Jon Favreau va se rabattre sur un petit projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Iron Man en 2008. Donc si John Carter ou Princess of Mars s'était fait à ce moment-là, peut-être que Jon Favreau n'aurait pas participé à Iron Man. Peut-être que la phase du MCU en aurait été différente. On ne le saura pas, mais voilà les choses telles qu'elles se sont passées. Et donc, les droits étant à nouveau disponibles, Paramount ayant laissé s'expirer leur option, c'est là qu'entre en scène Andrew Stanton, qui va voir le président de Disney de l'époque et lui suggère d'acheter les droits de John Carter, pas forcément pour lui d'ailleurs. Le président de l'époque s'appelait Dick Cook, et le président va le prendre au mot et lui confier les rênes du projet. Donc voilà, entre 1936 et 2011, on va dire, on a un projet qui aura mis 75 ans à se monter. Je pense que c'est un petit record dans le domaine. Un aparté pour parler de la toute première adaptation de Princess of Mars à l'écran, même si c'est sur le petit écran. C'est en 2009 que va sortir Princess of Mars, qui est un film fait par la compagnie Asylum. Asylum, on les connaît pour faire des films à tout petit budget, souvent assez mal foutus, qui surfent sur les succès du moment. Donc, Transformers sort, ils font Transmorphers.
Thor sort au cinéma, ils font Almighty Thor. Et donc ce Princess of Mars en 2009. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Au début, je ne comprenais pas comment un tel projet avait pu se monter finalement. L'explication est toute simple. 2009, c'est bien sûr la sortie de Avatar. Et plutôt que de faire un gravatar avec des gens peints en bleu, euh, ils ont bien écouté les interviews de James Cameron, qui a dit qu'en faisant Avatar, il faisait une aventure à la Burroughs. Et donc, quelqu'un chez Asylum l'a pris au mot et a adapté Princess of Mars. Donc, c'est l'œuvre d'un certain Mark Atkins, qui sera à la fois donc, scénariste, réalisateur, directeur photo et monteur. Et même pour une production Asylum, un tel cumul de postes est inhabituel. Donc, on se dit que peut-être, est-il un fan des romans. Donc l'histoire met en scène John Carter, qui là n'est pas un soldat de la guerre de sécession, mais un soldat de l'Afghanistan moderne. Euh, donc il est victime d'une explosion, qui est donc soigné dans un hôpital, et on lui propose de faire une expérience et de l'envoyer sur une autre planète, qui n'est pas spécialement la planète Mars. Et son adversaire, celui qui a été blessé en même temps que lui dans l'explosion, est envoyé aussi sur la planète. Et donc ce sera l'antagoniste principal. Donc un peu comme Powell dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la même idée. Donc là, John Carter, qui est incarné par Antonio Sabato Jr., qui n'est pas mauvais dans le rôle. Si le film est mauvais, c'est pas spécialement à cause de sa prestation à lui. Il va tomber donc sur les Martiens verts, sauf que budget oblige, ils ont des masques en caoutchouc assez ridicules et ils sont de taille humaine, hein. Donc ils finiront par capturer Deja Torres, qui est incarné, le mot est peut-être un peu fort. Donc, il y a une actrice qui fait de la présence, qui s'appelle Tracy Lords, qui a été connue surtout pour des films pour adultes. Dans sa première partie de carrière, elle a tenté de faire l'actrice ensuite. Bon, elle est franchement très très mauvaise dans le rôle. Il n'y a aucune alchimie entre son personnage et celui de John Carter, ce qui est un peu un comble pour ce qui est avant tout dans les romans une histoire d'amour. Donc de façon assez surprenante, l'intrigue est finalement plus proche de celle des romans que le film d'Andrew Stanton de 2012. Bon, il ne reste pas moins que c'est une production extrêmement fauchée, qui recycle des effets spéciaux de, en images de synthèse très très laids. Donc ce film a probablement été tourné en une semaine, hein. Il n'a pas été autorisé par l'estate de Burroughs, mais bon, apparemment ils n'ont pas pu empêcher sa production. Donc voilà, ce film existe. Si vous avez 1 heure et demie à tuer, vous pouvez tenter le coup. Je ne vous le conseille pas. Je crois qu'on peut le trouver sous le titre des Chroniques de Mars également, sur Amazon Prime. Donc si le cœur vous en dit, hein, vous pouvez tenter la chose. Donc assez paradoxalement, on aura donc eu deux films à l'antipode l'un de l'autre au niveau du budget, le plus fauché possible, et un des films les plus chers, puisque ça y est, Andrew Stanton va enfin réaliser un de ses rêves d'enfant, puisqu'il a découvert John Carter via les comics Marvel. Et John Carter est enfin officiellement lancé. Et là tombe un premier teaser, et le résultat est assez catastrophique. Même moi qui suis fan absolu des romans,
Moi, ça me donnait pas envie de voir le film en fait. Donc c'est sur une musique de Peter Gabriel, My Body is a Cage. Mon, mon corps est une cage. Et on voit que l'équipe en charge de la communication joue sur un certain mystère, mais sans donner vraiment envie, finalement, aux gens de voir le film. Et ce sera un peu le leitmotiv de toute la campagne promotionnelle. Donc, il y a un livre en anglais qui reprend John Carter et les dieux de Hollywood par Michael D. Sellers. Michael Sellers est, est un de ces cinéastes à Hollywood, donc, qui œuvre dans des petits films, hein, qui ne fait pas une grande carrière. Mais c'est un fan de Burroughs, qui est sur place, donc à Hollywood, et qui voit la débâcle quasiment en temps réel de toute la campagne marketing de John Carter. Donc Dick Cook, celui qui avait donné le feu vert à la production, ne travaille plus chez Disney à ce moment-là. C'est un certain Rick Ross qui y travaille. C'est quelqu'un qui vient de la télévision et pas du tout du cinéma. Et il amènera avec lui une directrice de marketing qui elle aussi vient de la télévision et n'a aucune compétence pour le cinéma. Donc les bandes annonces se succèdent sans donner plus envie finalement aux spectateurs de se rendre en salle. On a affaire à une incompétence manifeste. Alors est-elle due au réalisateur qui veut lui maintenir le secret le plus possible sur sa production? Est-ce la faute de la directrice du marketing chez Disney qui ne sait pas quoi faire avec ce film? Est-ce normal d'avoir une bande-annonce où on ne mentionne même pas que le réalisateur est celui du monde de Nemo et de Wall-E, ou que le John Carter est la création d'Edgar Rice Burroughs, qui a écrit Tarzan également. Tarzan qui a été un énorme succès pour les studios Disney, au point que beaucoup pensent que Tarzan est une invention de Disney, suite au film de 99, à la série télé. Donc il y a quand même des choses assez incompréhensibles au niveau marketing pour ce John Carter, y compris l'absence de promotion croisée avec d'autres franchises. Il y a pas, pour un film de cette ampleur, à 250 millions de dollars, certains disent même qu'il aura coûté 350 millions, de ne pas avoir son Barsoom Burger chez Burger King ou McDonald's, et de ne pas avoir même un jouet, un set Lego de John Carter. Pour un film de cette ampleur, c'est quand même assez inhabituel. Alors, certains disent que Disney n'avait plus besoin de John Carter, que John Carter soit un succès pour pouvoir s'en sortir. Disney était notoirement très fort pour tout ce qui était princesse et à un moment donné n'avait pas vraiment de franchise dite de garçon. Jusqu'au moment où il rachète successivement Marvel, de Paramount d'ailleurs, puisque c'est Paramount qui distribuait jusqu'à présent les films Marvel. En 2012, Disney paye quelques millions pour avoir les droits d'Avengers, qui au départ est un film qui devait être distribué par la Paramount. Bien leur en a pris, puisque ce film a franchi le milliard de dollars de recettes. Mais voilà, ils avaient acheté Disney et étaient sur le point, étaient en pleine négociation pour acheter Star Wars. Donc est-ce que John Carter n'était pas la franchise de trop à ce niveau-là? Est-ce qu'ils n'ont pas laissé se faire les choses et ont purement et simplement laissé le film vivre ou mourir selon ses propres mérites et sans soutien particulier du studio? Sans adhérer à la théorie du complot, on peut se poser la question, est-ce que vraiment tous les efforts ont été faits pour soutenir le film au moment de sa sortie?
Le film fait aussi l'objet d'articles peu élogieux dans les journaux, vu qu'on se moque de son budget et il ne faut pas se cacher non plus que comme Andrew Stanton est une figure importante chez Pixar. Il y a aussi cette volonté chez certains journalistes de se payer un des mecs de Pixar, Pixar qui a une réputation d'excellence. Et il y a peut-être aussi cette tentation chez certains de se payer la tête d'Andrew Stanton, comme Brad Bird pour en faire les frais dans son film, pour son film À la poursuite de demain, également chez Disney, et qui subira des attaques similaires en fait. Donc le film sera un échec au moment de sa sortie. Il totalisera quelques 286 millions de dollars dans le monde pour un budget qui, selon les estimations, se situe entre 250 et 350 millions de dollars. Ce qui tuera dans l'œuf les deux suites qui avaient été envisagées par Andrew Stanton. Parce qu'il faut bien se dire que John Carter, c'est un tiers de l'histoire que voulait raconter Stanton. Il a vendu son projet aux gens chez Edgar Rice Burroughs Incorporated comme une réorganisation en fait des 3 premiers romans de la série. On sait notamment qu'il y a une grande bataille dans les airs qu'il conservait pour le film suivant et une intrigue sur les usines atmosphériques de Mars, donc qui n'apparaissent pas dans le premier film, qui sont dans le premier roman et qu'il avait conservé pour la suite. Oups. Bon, juste le temps de remettre le truc. Pour le reste, ça tombera pas plus bas. Donc le film se trimballera du coup une très mauvaise réputation. Donc voici mon exemplaire acheté à la FNAC à l'époque. Et c'est une anecdote authentique. Le caissier à la FNAC a essayé de me décourager d'acheter le film. Il me disait pourquoi vous achetez ça? Ça sert à rien. Vous voulez pas acheter Avatar plutôt? Donc j'ai dit moi j'ai vu. Est-ce que vous l'avez vu? Donc la réponse était non. Mais voilà, c'est sa réputation de plus grand flop de l'histoire du cinéma, ce qui déjà n'est pas vrai. Et bien pire que lui, surtout quand on remet tout cela en dollars constants. Donc tout cela a donné une extrêmement mauvaise presse au film. Donc moi à l'époque, j'avais acheté l'édition la plus chère, par principe. Étant donné que je n'ai même pas de Blu-ray, ni encore de Blu-ray 3D. Mais je vais quand même acheter cette édition pour marquer le coup. Et il y a une autre édition Steelbook que j'ai acheté aussi. Là, c'est que du Blu-ray. Je n'ai toujours pas de lecteur Blu-ray. Mais bon, je l'ai acheté quand même. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais présenté dans la partie 2 de John Carter ce comics, Words of Mars, qui était une préquelle au film, scénarisé par Peter David et dessiné par Luke Ross, donc qui détaillait une aventure de Tarstarkas, une aventure de Dejatoris qui se situe avant le film. Dejatoris rencontrait Sabtan pour la première fois. Le CD de la musique du film par Michael Giacchino, une musique assez phénoménale, qui était sortie en édition limitée. Je sais pas pourquoi, elle était très rapidement épuisée. Tout comme ce livre, L'art de John Carter, que moi j'avais commandé sur Amazon. Et ma commande avait été annulée, sans explication. Sans doute que les quantités reçues n'étaient pas suffisantes pour approvisionner tout le monde, ça m'est rarement arrivé.
Et j'ai jamais su trop pourquoi. J'ai pu ensuite le racheter plus tard, à seulement 2 fois son prix d'origine. Évidemment, les spéculateurs sont passés par là, ils se sont donnés à cœur joie. Il existe également une novélisation, donc une transcription en roman du film. Alors là, faut pas se fier tellement à la taille du bouquin, parce que déjà c'est écrit très gros. Et ils ont eu l'idée étrange d'inclure le roman d'origine Princess of Mars avec la novélisation du film qui a été faite par un certain Stuart Moore. Pourquoi une idée bizarre? Parce qu'ils ont mis le prologue du roman avant la novélisation, puis le reste du roman après. C'est une idée assez étrange. Et ça a une répercussion sur l'édition. Ils avaient sorti, Disney, une édition omnibus des premiers romans d'Edgar Rice Burroughs. Et du coup, le prologue qui se trouvait avant la novélisation n'était pas dans l'omnibus. Ils avaient oublié de le rajouter. Donc ça a un peu râlé chez les puristes, hein, mais bon. Et moi donc, qu'est-ce que j'avais pensé du film? Eh bien, pour être tout à fait honnête, la première fois que je l'ai vu, donc on n'était pas nombreux dans la salle, hein, puisque je pense que le film a été un échec aussi chez nous, il n'y a pas de raison. Je crois qu'il a fait 1 million d'entrées, mais pas beaucoup plus. J'ai entendu quelqu'un dire ah, c'était pas si mal que ça finalement, à la fin. Eh bien, moi, j'étais pas d'accord. J'avais détesté ce film à ma première vision. Mais vraiment détesté, quoi. Quand j'étais allé le voir, j'avais le cycle de Mars, donc la première partie, dans mon sac. Et je venais de relire Princess of Mars. Et c'est peut-être l'erreur que j'ai faite parce que j'ai vu tout ce qui était différent et, et mal fichu dans le film. Tout ce qui n'avait plus de sens, tout ce qui me semblait raté. Je trouvais qu'il y avait trop d'exposition au début, même pour moi qui étais fan de l'univers, je trouvais que c'était un peu trop. Je trouvais qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, le rythme me semblait pas maîtrisé. J'ai fait un rejet total du film. Et une chose qui ne m'est jamais arrivée avant ni depuis, au fil des semaines, mon avis a fait un virage à 180 degrés complet. Je pense que j'ai fait le deuil de mon adaptation rêvée euh, qui suivrait à la lettre le roman. Et j'ai commencé à voir tout ce que Andrew Stanton avait fait de bien et ce qu'il avait conservé du texte original dans le film. Donc j'ai commencé à voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. Et je vous assure, c'est la première fois et la seule fois pour l'instant que mon opinion a fait un tel virage par rapport à ma vision initiale du film jusqu'à maintenant. Donc maintenant, c'est un de mes films préférés. Mais il a fallu du temps pour que je le reconnaisse. Donc quelle est la suite à partir de là? Eh bien, il n'y en a pas, forcément. Notre connaissance à tous les fans de Burroughs, les droits donc ne sont plus chez Disney et n'ont été rachetés par personne d'autre à ce jour. Voilà, John Carter a eu sa chance et apparemment l'a raté grandement. Malheureusement pour les fans, pour les 10 ans du film, Andrew Stanton a fait une interview où il révèle certains détails des suites que nous n'aurons donc jamais. Donc le second film devait s'ouvrir par un prologue sur Mars qui mettait en scène Deja Torres qui avait accouché d'un enfant, donc le fils de John Carter et de Deja, donc le fameux Carteris.
Et ce prologue aurait mis en scène l'enlèvement de Cartoris, encore bébé, par Matai Chang, donc le méchant du premier film. Donc on aura ensuite enchaîné sur la suite du premier film. À la fin, John Carter retourne sur Mars et il se retrouve dans un endroit qu'il ne connaît pas sur Mars. Donc il va tomber sur le personnage de Cantos Khan, incarné par James Purefoy dans le premier film, euh, qui va le sommer de retourner à Helium. Et quand il arrive là-bas, il ne trouve pas Dejah Thoris. Dejah est parti faire le pèlerinage de la rivière Is, la rivière qu'on voit dans le premier film. Donc, ce pèlerinage est normalement censé emmener les Martiens aux confins au sud de la planète. Elle est partie à la recherche de son fils. Donc John Carter part à sa suite avec Tars Tarkas. Et ils vont tomber sur une cité souterraine avec une technologie très avancée qui est entretenue par une espèce qui s'appelle les premiers-nés des humains. Donc c'est pas précisé quelle apparence ils ont. Dans le roman, les premiers-nés ont la peau noire. Stanton n'a pas précisé ce qu'il comptait faire au niveau visuel avec ses premiers-nés, sachant que les hommes rouges, qui ont normalement la peau rouge dans le premier film, il en a fait des humains avec des tatouages. Donc qu'est-ce qu'il comptait faire avec les premiers-nés dans la suite? On ne sait pas vraiment au niveau de leur apparence en tout cas. Donc ces premiers-nés entretiennent toute la machinerie en fait qui permet à la planète Mars de continuer à abriter de la vie, donc y compris l'atmosphère, les plantes, la nourriture. Donc, comme dans le roman, ce sont aussi des fanatiques religieux qui vénèrent la déesse Issus, dont on a pu apercevoir quelques représentations dans le premier film, dans le temple des Martiens Verts. Et en fait, la déesse n'est autre que Matai Chang, qui prend la forme de cette déesse pour contrôler ce peuple. Donc John Carter va bien sûr révéler au premier-né qui est réellement leur déesse, et devra faire face à son fils, qui a été génétiquement altéré pour qu'il atteigne l'âge adulte, et ainsi, grâce à ses capacités héritées de John Carter, va s'opposer à son père. Et donc c'est à cette occasion apparemment qu'il aurait eu la grande bataille aérienne avec la flotte de Helium qui descend par un volcan éteint, comme dans le roman d'ailleurs. Ça vient du roman, pour affronter les premiers-nés. Donc ça c'est pour les dieux de Mars, Gods of Mars. On ne sait pas si la fin du roman qui aurait fait ressembler la fin du film à celle de l'Empire contre-attaque aurait été conservée. Et pour le troisième film, donc Warlord of Mars, le Seigneur de guerre de Mars, là on est dans l'inconnu plus total, puisque là on se retrouve avec un scénario radicalement différent de celui du troisième roman, qui en fait est une course-poursuite pour essayer de récupérer des Jatoris à travers d'autres civilisations inconnues. Là, l'enjeu, c'est que les Ternes vont essayer de faire mourir la planète Mars, sans doute en détruisant tous les appareils qui permettent la survie de la planète. Et ils vont chercher à fuir vers la Terre. Donc ils provoquent le chaos sur la planète Mars. Donc ils se sont fait passer durant des années pour les dirigeants de tous les peuples de la planète. Et donc ils leur font faire la guerre au lieu de s'unir contre eux. Donc déjà Thoris va trouver le moyen, en créant un appareil, de détecter les Ternes, puisque ce sont des changeurs de forme. Mais les Ternes vont détruire cet appareil et tuer le Carter de la planète Mars. C'est à ce moment-là que le spectateur, on lui rappelle que le Carter de Mars n'est qu'une copie, et l'original se réveille sur Terre.
Et donc des ternes l'attendent et vont essayer de le tuer. Heureusement, le Edgar Rice Burroughs qu'on voit dans le premier film va surgir et en tuer un certain nombre avec son fusil. Et c'est ainsi que la lutte va se poursuivre, à la fois sur Mars et sur Terre, pour sauver les deux planètes. Donc une conclusion qu'on devine assez épique et pour le coup assez inédite, puisque elle ne correspond à rien de ce qui se trouve dans les romans. Donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus sur ces deux suites. Peut-être qu'il en garde sous le coude pour le cas où elle se fera un jour, on ne sait jamais. Je vais vous présenter un dernier objet. C'est un objet publicitaire du film qui a été distribué aux journalistes qui ont assisté aux avant-premières. Donc ils se sont retrouvés vendus sur eBay. C'est comme ça que j'en ai eu un. Donc c'est un médaillon des ternes, comme celui du film. Donc voilà. Il ne fonctionne pas. Okoem, Octet, With Barsoom, ça ne fonctionne pas. Voilà, il n'est pas à l'échelle. Je pense qu'il est un peu plus petit que ceux du film, imprimé que d'un seul côté, naturellement. Donc voilà, un presse-papier sympathique, un bel objet pour les fans du film dont je fais partie. J'en suis assez content. Voilà, cette vidéo est presque terminée. Il me reste à vous parler de l'adaptation la plus fidèle que j'ai vue du roman. Je parlais en introduction d'adaptation audiovisuelle et pas seulement en film, parce que l'adaptation la plus fidèle, la voilà. Il s'agit d'une pièce de théâtre, A Princess of Mars. Donc ça a été fait en 2006, donc même avant le film Asylum. Et c'est vraiment une ode à la puissance du théâtre en fait. Voilà, les comédiens, vous le voyez, qui jouent les martiens verts, brandissent des têtes de martiens sur des pics. John Carter, que vous voyez par terre, euh, n'a même pas d'épée. Il n'y a quasiment pas d'accessoires dans cette pièce. Et pourtant, elle est d'une puissance évocatrice assez fascinante. Très minimaliste forcément, mais jouée avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction. Ce qui finit par emporter le spectateur dans un monde qu'on ne voit pas, mais qu'on peut imaginer. Donc les Martiens rouges, en fait, ce sont les acteurs avec un masque sur le visage rouge, un demi-masque qui laisse seulement apparaître leur bouche. Voilà, ça peut paraître ridicule. Il y a quelques moments où ça l'est un petit peu, notamment quand, pour simuler les affrontements de navires volants, les comédiens se saisissent de perches avec au bout un petit vaisseau pour faire comme s'ils le pilotaient. C'est le moment peut-être où on rit le plus involontairement durant la pièce. Voilà, le créateur de la pièce en a fait une captation et le vend en DVD. Moi, je trouve ça assez formidable. Et c'est à ce jour, je pense, la meilleure adaptation, la plus enthousiasmante en tout cas, du cycle, faite avec 3 francs 6 sous, même moins de budget encore que le, le téléfilm de la société Asylum, mais faite avec cœur et avec conviction. Et donc, est-ce que c'est finalement pas ça le plus important? Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des adaptations, des nombreux projets qui n'ont pas abouti, et de celui qui a abouti mais qui s'est malheureusement planté au box-office. Voilà le destin de John Carter à ce jour, en adaptation audiovisuelle, en espérant toujours mieux pour une prochaine fois, peut-être, de notre vivant, peut-être aussi. Nous verrons cela. Voilà, c'était Norman Tiret, et je vous dis à très bientôt, vous savez où.
à la taverne de Lug. Allez, au revoir.